générale avec plusieurs questions. C'est mieux de séquencer. Rodrigo Arenas. C'est Monsieur le Président. Alors, puisqu'on est dans la transparence, j'informe quand même mes collègues que j'étais dirigeant associatif de la première fédération de parents d'élèves avant mon mandat de député et que j'ai eu notamment l'occasion de lancer avec Greenpeace et aussi L214 une grande campagne auprès des maires français pour l'application de la loi Egalim, qui, comme vous le savez, chers collègues, avait pour vocation, dans une de ses parties, même si on peut en contester un certain nombre, de permettre la consommation de repas végétariens au choix, et non pas obligatoire, dans les écoles françaises, puisque c'est les mères, vous avez bien compris que c'est maternelle et primaire, et que la grande majorité des mères n'étaient pas au courant de la loi, donc ne l'appliquaient pas, qu'elle avait un caractère, comme je viens de l'indiquer, informatif, et certainement pas coercitif. Jusqu'à présent, les associations n'appliquent pas la loi, elles ne font que l'informer, et que à ce titre-là, c'était aussi la promotion, puisque j'essaie de rester dans le cadre de cette commission, puisque nous ne sommes pas ici dans un tribunal, et nous n'avons pas ici vocation à évoquer du complotisme, et il me semble que nous avons toujours eu les uns les autres à respecter les interlocuteurs qui sont venus. Par exemple, nous aurions pu, mais ça n'a pas été le cas, mettre en avant les liens en termes de santé publique, des épandages dans les champs. Nous aurions pu mettre en lien les lobbying forcenés dans certaines entreprises multinationales qui, y compris ces notoriétés publiques, en tout cas, de grands articles de presse en font état et des rapports, il me semble aussi, sur les pratiques compris commerciales, dont les médecins aussi d'ailleurs sont parfois destinataires, c'est-à-dire de mettre en œuvre des produits contre des avantages matériels ou essentiellement incitatifs. Nous n'avons toujours eu la décence de respecter les personnes qui étaient là. Nous n'avons par exemple pas évoqué le fait qu'un certain nombre des interlocuteurs que nous avons eu, les personnes auditionnées, ont par exemple emmuré des permanences d'élus, notamment de La République En Marche, de faire de l'épandage de fumier devant les préfectures, qui est quoi qu'on en dit sont les représentations de l'État. Donc je pense qu'il faut garder ce cadre, que les invités sont invités et qu'à ce titre-là, on leur doit quand même de rester dans le cadre de notre commission. Voilà. Comment tu dis ? Convoqué dans la commission d'enquête. Donc, quand on invite quelqu'un à être convoqué, on est bien élevé et je sens qu'il faut rester, il faut garder ce cadre-là. Hein. C'est pas toi qui seras d'accord avec moi, d'ailleurs. Voilà. Ceci étant dit, comment tu dis ? Ouais, toi, tu es odieux avec tout le monde, c'est vrai. C'est pour ça que on t'a dit qu'il ne fallait pas insulter les gens la dernière fois. On en a convenu. Une fois que ceci est dit, j'aurais deux questions. Avant tout, dire quand même qu'il ne me semble pas que ce soit L214 ou l'association Greenpeace qui soit responsable du non-renouvellement générationnel. Les différentes personnes que nous avons auditionnées, d'ailleurs, disaient que c'était un peu plus complexe que ça. Et il ne me semble pas que ce soit les informations. Ou alors, il faudrait accuser aussi Louis de Funès dans les loups la cuisse qui montrait qu'on pouvait faire à manger en dehors dans des usines. On l'a évoqué dans le rapport que nous avons fait avec Charles. Donc, il me semble que le renouvellement générationnel est un peu plus complexe que ça, avec Tricatel, exactement. Donc, il me semble que de mettre en accusation des lanceurs d'alerte, certains diront d'autres qualificatifs. Non, je parle pas pour toi. C'est de ta faute, ils sont là d'ailleurs, c'est grâce à toi. Mais absolument, on l'a soutenu. Il me semble que voilà, c'est d'essayer d'essentialiser le non-renouvellement générationnel par des campagnes d'information grand public qui alertent. Il me semble que c'est pas ça qui va permettre de lutter contre la baisse, si baisse il y a, de souveraineté alimentaire. Je viendrai à mes questions. La première, c'est est-ce que vous pensez que dans le cadre de la souveraineté alimentaire, comprendre une production française, localisée, qui permette de s'émanciper de la dépendance vis-à-vis des autres pays. On a évoqué dans cette commission la question des fertilisants, dont les phosphates viennent d'autres pays. On a évoqué la question de l'épuisement des sols avec des agronomes comme M. Dufumier et autres qui posaient une question de sécurité nationale, y compris de ce point de vue-là. Nous avons évoqué aussi la dépendance au marché financier, c'est-à-dire au marché des céréales notamment, qui ne se fait pas en France, qui se fait à l'échelle internationale. Et donc, il y a une très grande fragilité de la production française, donc des prix établis. Nous avons pu le voir. Question avec ceci étant posé, est-ce que vous pensez que l'école, les EHPAD, c'est-à-dire là où la puissance publique peut intervenir dans l'assiette, sont un facteur de relocalisation de la production, de qualité de ce qui est donné, et quel mode vous pensez que nous devrions mettre en place, pouvoir public, pour faire en sorte que ce qui est dans l'assiette des enfants et de nos aînés soit de nature à favoriser la production française avec des normes françaises et qui ne soit pas
comment dire, qu'on ne permette pas de les contourner en alliant sur des marchés qui échappent finalement à la législation de ce pays. Nous avions évoqué la dernière fois notamment que la question des douanes était un vrai sujet par rapport à l'importation de produits qui ne répondaient pas aux normes françaises, mais que les traités faisaient qu'on pouvait s'en émanciper. J'espère que cette question est claire. Voilà. La deuxième, et ça sera ma dernière, Monsieur le Président. Oui. Je vous propose votre première question et ensuite la deuxième. Parfait. Répondez à la première et ensuite vous poserez vos deuxièmes questions. Alors merci pour l'usage du terme relocalisation parce que je ne l'ai pas mentionné, mais du coup c'est aussi nous un terme qu'on utilise. Le terme de relocalisation est quelque chose qui pour nous est souhaitable, de réussir à relocaliser notre agriculture. Juste un point, je pense, qui est important à avoir en tête, et notamment sur les cantines scolaires, et l'introduction donc de menus végétariens dans les cantines scolaires, c'est qu'il faut avoir en tête que jusqu'à présent, la viande utilisée dans les cantines scolaires était majoritairement de la viande importée. Et que de fait, comme on parle de cantine, il y a des coûts qui doivent forcément être faibles, et qu'en ça, les repas végétariens représentent un vrai atout financier pour pouvoir justement introduire des produits de qualité. Donc quand tout à l'heure on disait en produisant moins de viande, ça permet de viande et de produits laitiers, ça permet de libérer des terres pour pouvoir produire autrement, en fait c'est aussi vrai dans un budget alimentaire en fait. Le fait d'enlever aussi, de baisser notre niveau de consommation, ça permet aussi de dégager du budget qu'on peut réallouer sur des produits de meilleure qualité. Pour répondre plus précisément à votre question, en changeant la commande publique, c'est évident que l'État a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, par rapport au titre de la commission d'enquête, les raisons de la perte de souveraineté alimentaire, en fait, c'est pas la campagne agriculture de Greenpeace qui a fait perdre de la souveraineté alimentaire en France, hein, qu'on soit clair là-dessus. Nous, on n'est pas décideurs politiques. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses de manière claire. C'est les politiques publiques aussi qui ont amené l'agriculture à être ce qu'elle est aujourd'hui, sachant que c'est un secteur qui est extrêmement subventionné. Et bon, voilà, je pense que c'est important aussi de le dire. De notre côté, oui, ça semble vraiment important de passer par en tout cas sur la puissance publique. Elle peut se faire à plusieurs échelles, l'échelle locale, l'échelle nationale ou l'échelle européenne. Et c'est bien si là où on a la main, on peut le faire. La restauration collective, ça reste quand même une toute petite partie de l'alimentation française, mais c'est bien pour l'exemplarité. Dans ce qu'on a comme retour d'expérience aujourd'hui, c'est la difficulté à faire bon. Et d'ailleurs, nous avons été alertés sur les cantines de l'Assemblée nationale en disant que le menu végétarien était bon, mais pas toujours. Et du coup, voilà, il y a la question, et ça fait partie de la question de la formation en fait des personnels qui travaillent en cuisine. Voilà. Voilà, oui. Et du coup, cette discussion de cantine. Voilà, il y a des plats qui sont plutôt réussis, mais sont revenus, des lanceurs d'alerte sont venus vers L214 et ont dit c'est pas toujours délicieux les plats végétariens à la cantine. Donc il y a quand même une formation, des habitudes qui ne sont pas installées justement sur les repas végétariens. Mais en fait, cette question, elle va au-delà. Elle va au-delà de ça. Et là, je vous invite à vous tourner. Peut-être, vous pouvez demander à l'IDRI de venir discuter avec vous ou l'ICAT-CE. Il y a vraiment l'environnement alimentaire en France. On peut avoir l'impression d'avoir le choix de ce qu'on consomme, mais c'est absolument qu'une illusion. Nos tunnels de consommation, ils sont gérés, notamment par les industriels, par l'industrie agroalimentaire. On le sait, on est soumis à de la pub, on est soumis à du marketing depuis très jeune. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant d'être dans les écoles, dans les EHPAD, parce qu'il y a aussi un côté exemplarité. Hein. Si aujourd'hui, la majorité trie leurs déchets, c'est parce que
Les enfants sont revenus de l'école en ayant été formés à l'école et donc ont été prescripteurs à la maison. On peut avoir la même chose par rapport aux repas qui sont moins carnés, apprendre à manger autrement, puisque aujourd'hui, malheureusement, la culture, les habitudes françaises, c'est quand même d'avoir à quasiment tous les repas. Je crois que c'est 14 repas dans la semaine, donc quasiment tous, où il y a soit de la viande, soit du poisson, sous une forme ou sur une autre, étant précisé que parfois on nous dit le jambon c'est pas de la viande, les lardons c'est pas de la viande, etc. etc. Donc si, en fait. Votre deuxième question.